Louis Marguerite, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. C'est une très forte mobilisation qui s'annonce pour le jeudi 19 janvier. Est-ce que vous craignez l'épreuve de la rue pour la réforme des retraites ? On la craint pas spécialement. Évidemment, on regrette les contestations. D'abord, on les respecte. Parce que il faut respecter le droit de manifester, le droit de contester. Évidemment, on souhaite que les choses s'apaisent le plus vite possible. Je voudrais juste simplement dire à ceux qui vont manifester, et ceux qui ne vont pas manifester, qu'ils soient d'ailleurs d'accord ou pas avec l'esprit de cette réforme, que d'abord, c'est pas quelque chose de nouveau, et ça vient après plusieurs mois de discussions, d'échanges avec le ministère, avec Olivier Dussopt, avec Bruno Le Maire, avec la Première ministre, qui a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup d'amodiation également aussi dans le projet de loi initial qui était prévu et dans le projet du gouvernement, et que donc tout ça n'est pas nouveau et que ça vient à l'issue de concertation. Ce qu'on entend, est-ce que vous entendez peut-être en Saône-et-Loire auprès de vos concitoyens, c'est que c'était peut-être pas si urgent. Les déficits, on les voit, ils sont devant, mais c'est dans 3, 5, 10 ans. Compte tenu des difficultés actuelles traversées par les Français, est-ce qu'il ne fallait pas attendre encore ? Non, mais je pense qu'il faut quand même avoir une politique de bonne gestion. On ne va pas systématiquement attendre le bord du gouffre pour être sous la contrainte de tel ou tel, contrainte peut-être de financement ou autre, pour prendre les mesures. D'abord, les retraites, c'est un quart des dépenses publiques. Donc c'est une dépense qui est fortement inertielle. Moi, j'ai travaillé 13 ans à Bercy, et effectivement, c'est un gros morceau. C'est plus de 300 milliards de prestations. C'est un régime qui est assez solidaire, puisque, comme vous le savez, ce sont les actifs qui cotisent pour ceux qui sont à la retraite. Donc on n'était peut-être pas à une semaine près, mais en revanche, on a toujours dit qu'on réformerait ces retraites, et on voit bien que tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 15 ans, il y a besoin de faire des ajustements sur ce régime qui est juste, qui est solidaire, et nous en avions parlé pendant la campagne présidentielle et aussi pendant la campagne législative. Alors juste, solidaire, c'est justement la question, parce que tout le monde va travailler plus longtemps avec cette réforme, très bien, mais certains, après, vont profiter de leur retraite 10 ou 15 ans, notamment les cadres supérieurs, quand d'autres, les travailleurs pauvres, les classes populaires, ont une espérance de vie plus courte. Est-ce qu'il ne faut pas corriger cela ? Alors d'abord, il y a des adaptations sur lesquelles j'imagine nous allons revenir. Il ne faut pas oublier que même après les effets de la réforme, que ce soit pour ceux qui ont commencé à travailler tôt et ceux qui ont commencé à travailler un peu plus tard, on restera le pays d'Europe qui partira le plus tôt à la retraite, d'une part, et le pays d'Europe qui aura l'espérance de vie après départ en retraite la plus élevée. Donc malgré la réforme, on restera quand même dans un régime qui laissera encore du temps pour pouvoir profiter de la retraite. Ensuite, pour ceux qui ont eu des métiers pénibles, il y a des adaptations, et vous le savez, lorsque nous avons commencé à travailler à 16 ans, 18 ans, 20 ans, qui permettent de travailler à la retraite, partir à la retraite plus tôt, et c'est ça qu'il faut que nous mettions en valeur aussi pour ceux qui ont eu des métiers pénibles, charges lourdes, exposition au froid, aux températures, etc. Alors ces critères de pénibilité, ils avaient été construits sous François Hollande, trop nombreux, trop compliqués, disaient les chefs d'entreprise. Emmanuel Macron en avait supprimé une bonne partie, vous les rétablissez pour partie. Est-ce que ça sera plus lisible pour les entreprises ? Ce sera plus lisible, et surtout il y aura un accès. Il y a notamment ce qu'on connaît un peu moins, mais enfin qui est quand même assez développé, puisqu'il y en a plus d'1 million qui ont été ouverts. C'est le compte professionnel de prévention qui permet en fait d'acquérir des points en fonction du degré de pénibilité de son travail, notamment lorsqu'on travaille de nuit, lorsqu'on travaille tout un tas de dispositifs, et nous allons alléger les critères. En tout cas, c'est ce qui est prévu dans le projet de loi du gouvernement, qui vont permettre de pouvoir bénéficier d'entretiens de formation, également, si on le souhaite, de pouvoir partir à la retraite ce qu'on appelle en retraite progressif. Et là-dessus, c'est une réponse très concrète à la question de l'emploi des seniors, puisqu'on nous dit, oui, mais si vous décalez l'âge de la retraite, vous allez aggraver le problème de l'emploi des seniors. Il faut faire le contraire de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on incitait, et d'ailleurs un certain nombre de grandes entreprises le faisaient, à partir à la retraite plus tôt. Il n'était pas rare qu'il y avait les pré-retraites mythiques. Exactement, des plans de départ volontaires, des pré-retraites qui permettaient de partir à 59, 60, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans avant la date des 62 ans. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'au contraire, on va dire, vous pouvez prendre un petit bout de votre retraite, pouvoir commencer à bénéficier d'une part de votre pension, continuer à travailler, ce qui va permettre un petit peu d'alléger et continuer à faire bénéficier aux plus jeunes dans l'entreprise de votre expertise. Il y aura un index pour surveiller justement si le taux d'emploi des seniors progresse, mais il n'y aura pas de sanctions. Bon, les entreprises ne vont pas faire d'efforts. Alors d'abord, à nouveau, je dis dans le CPP, le C2P, il y a des améliorations très concrètes, comme je dis, l'allège, on le déplafonne aussi, donc ça veut dire qu'on peut acquérir beaucoup de points, beaucoup plus de points qu'avant. Des trimestres en gros en plus. Exactement, des trimestres, et la capacité à partir justement sur ce que j'expliquais en retraite progressive. Et puis donc nous allons avoir tout ce système qui vont permettre aux personnes qui veulent rester dans l'emploi mais commencer à partir à la retraite de rester dans l'entreprise.
Alors certains ont identifié une sorte de bug. Pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt, ça ne sera pas 43 années, mais 44 qu'on va leur demander par une sorte d'effet mécanique. Est-ce qu'il ne faudra pas corriger Alors, ça? ça, c'est un point d'ajustement, effectivement, qu'il faut qu'on travaille, qui a été relevé à juste titre. Donc là-dessus, il faut qu'il y ait un lissage, en effet, qui permette à ceux qui ont commencé à travailler tôt, c'est-à-dire à nouveau 16 ans, 18 ans, 20 ans, de pouvoir avoir une durée qui est équivalente aux autres. Donc là, effectivement, il y a un petit point qu'il faut qu'on ajuste. Quand François Bayrou dit la réforme peut être améliorée, est-ce que vous êtes d'accord? D'abord, je voudrais simplement dire qu'elle a déjà été améliorée par rapport au projet initial. Je rappelle que l'engagement du président de la République dans sa campagne, c'était 65 ans. En plus, on précisait pas quand. Là, on est sur 64 ans en 2030, donc on a cet ajustement de 3 mois par année. Est-ce qu'elle peut être améliorée? Sans doute. Il va y avoir un dialogue parlementaire, un travail parlementaire qui aura lieu au mois de février, puis ensuite au Sénat, donc bien sûr. Comment vous l'envisagez, vous, parlementaire de la majorité, ce travail? Parce que vous allez devoir chercher une majorité, sans doute vers la droite. Vous allez aller parfois contre le gouvernement pour leur dire non, ça faut le céder, il faut faire passer le texte? D'abord, le sujet, c'est pas être contre ou pour, c'est améliorer dans le sens de l'intérêt général. On cherche à nouveau à pérenniser et à sauver notre retraite, notre système de retraite par répartition. Il semblerait que nous aurions, je parle au conditionnel, une majorité qui viendrait avec les voix des Républicains. Je salue d'ailleurs l'attitude responsable du groupe Les Républicains. Moi, je regrette également l'obstruction prévue et annoncée par les collègues de la NUPES qui indiquent vouloir déposer plus de 1000 amendements par député. Ça n'a juste aucun sens, aucun intérêt. Donc comment pouvons-nous dire qu'il faut un dialogue parlementaire alors qu'ils vont déposer plusieurs milliers, voire peut-être plusieurs dizaines de milliers d'amendements? Donc là-dessus, moi je souhaite qu'on ait un dialogue parlementaire serein. Il n'est pas sûr que nous l'ayons lorsqu'on voit tout le nombre d'amendements qui est annoncé. C'est-à-dire que vous vous préparez à l'usage inévitable du 49.3 pour purger cette obstruction? Non, je pense que si on peut éviter le 49.3, c'est toujours mieux. D'abord parce que alors on l'avait fait pour les lois de finances, c'est un petit peu différent parce que là il est donné la possibilité au gouvernement de pouvoir utiliser le 49.3. Mais là, peut-être que le texte sera un texte de nature à porter un 49.3. Nous allons bien voir. Si on peut l'éviter, c'est toujours mieux. Nous avons plus de 2 semaines de débat en commission, en hémicycle, et nous aurons le débat au Sénat. Donc je pense que si on peut dégager une majorité, c'est quand même toujours mieux, et c'est ce que nous allons faire. Alors dans la recherche de cette majorité, Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui les dirigeants de la droite, du Sénat, de l'Assemblée, du parti. Est-ce que le pouvoir n'a pas fait trop de concessions quand même au LR ? D'abord, le sujet, c'est pas de savoir si on a fait une concession à un tel. C'est à nouveau, est-ce que le texte, il est acceptable? Est-ce que c'est le bon point d'équilibre? C'est un texte qui demande des efforts, c'est vrai, mais qui prévoit un certain nombre d'ajustements qui vont dans le sens de plus de droits pour les salariés. D'ailleurs, je note quand même que les LR qu'on prétendait être les plus libéraux, les plus libéraux économiquement... Ils freinent, là. Ils freinent, effectivement. Ils sont venus en train de dire il faudrait peut-être un petit peu ajuster, ce qui était d'ailleurs aussi une demande d'un certain nombre de collègues de notre majorité. Donc, le sujet, c'est pas de savoir si on a donné plus à un tel, c'est de savoir si on a le bon point d'équilibre pour faire adopter la réforme. Alors notamment, les retraités d'aujourd'hui pourront bénéficier de la retraite minimale. Le gouvernement a concédé ce point. Ça coûte cher, non? C'est vraisemblablement entre 1 milliard et 1,5 milliard selon les estimations. Les hypothèses sont toujours peut-être un peu aléatoires, mais effectivement, c'était aussi une demande, j'insiste, du groupe majoritaire et en particulier et des LR aussi. Les deux, on entendait les deux. Donc voilà quelque chose qui va dans le sens de l'intérêt général. Et ça sera financé par les efforts de tous. Exactement. Enfin, il y a d'ailleurs dans le dossier de presse, j'imagine que vous en avez pris connaissance, il y a effectivement un plan de financement qui fait que ce milliard 5 est financé par le surcroît de travail qu'on souhaite encourager avec le décalage de l'âge de départ. Alors Édouard Philippe aussi réclame des ajustements. Alors lui, il prônait dans une interview à l'automne plutôt 67 ans comme âge de départ, à l'allemande si j'ose dire. Est-ce que vous pensez que certains prôneront un durcissement de la réforme? Honnêtement, je suis pas sûr. Peut-être, en tout cas, c'est pas ma position. Je pense que là, on a un bon point d'équilibre. À nouveau, ce sont des discussions qui ont été menées et avec des points d'ailleurs que certains syndicats reconnaissent. Alors pas le décalage de l'âge de départ, qui est un point qui cristallise évidemment, mais néanmoins sur un certain nombre d'autres choses. Je suis pas sûr que 67 ans soit forcément l'âge le plus pertinent. Je rappelle néanmoins que 67 ans, ça reste l'âge de départ sans décote. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas vos trimestres, vous pouvez partir à 67 ans et cet âge-là, nous n'y touchons pas. Donc ça, c'est un point important. Est-ce qu'il ne faut pas, cet âge de départ sans décote, le baisser pour ceux qui ont des carrières hachées? Je pense notamment aux femmes qui se sont arrêtées, notamment pour des raisons de grossesse ou pour élever leurs enfants. Ça, c'est quelque chose vous avez raison, c'est un point important. C'est quelque chose qui est prévu aussi dans le projet de loi, qui prévoit de prendre en compte
ce qu'on a les trimestres de congés parentaux, et donc effectivement, en particulier les femmes qui ont dû prendre des congés pour élever leurs enfants, c'est souvent le cas des femmes. Et donc là-dessus, c'est un point important du projet de loi. S'il faut aller plus loin, c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde, mais en tout cas, c'est un point important. Aujourd'hui, vous n'envisagez pas un scénario à la 1995, c'est-à-dire une rue complètement occupée, un pays paralysé et une réforme qui est retirée. À l'époque, c'était la SNCF, les régimes spéciaux. Moi, je me souviens bien parce que j'étais collégien à l'époque, donc il y avait eu même une grève assez massive. Évidemment, moi, je ne le souhaite pas. Et moi, je souhaiterais être dans le plus d'apaisement possible. Il y aura des manifestations, les syndicats l'ont annoncé, il faut le respecter. Néanmoins, je les appelle vraiment à regarder point par point ce qu'on cherche à faire. À nouveau, il ne s'agit pas de faire une réforme qui est difficile, certes, mais une réforme pour se faire plaisir. On fait une réforme pour sauver notre système de retraite par répartition. C'est au cœur de notre modèle social. Et moi, je suis vraiment convaincu de ça. Donc la réforme, elle est ni de gauche, ni de droite, ni du centre. Elle est vraiment une réforme qui va permettre de garder ce qui est un des plus beaux, j'allais dire presque joyeux, en tout cas un des plus beaux biens de notre République. Dans cette réforme, il y a un point qui peut être ajouté, c'est un léger surcroît de cotisation pour les entreprises, léger pour ne pas casser l'emploi et la croissance, mais suffisant peut-être pour donner un peu plus d'oxygène. Alors moi, c'est un débat que je souhaite avoir, et d'ailleurs, je trouve que j'apprécie que certains puissent dire il y a cette autre possibilité, oui. Parce qu'il y en a qui vous disent il n'y a rien à faire. D'ailleurs, il faudrait même revenir à 60 ans. Ceux qui vous disent ça, ce sont des menteurs et des gens qui vous trompent. Là-dessus, c'est vrai qu'on pourrait faire ça. On pourrait aussi diminuer les pensions. Il y a un peu 3 grandes séries d'options. Soit on décale l'âge de départ, enfin en tout cas, on cotise plus. Soit on augmente les cotisations. Soit on baisse les pensions. Bon, baisser les pensions, personne ne le veut. Absolument. Mais d'ailleurs, on fait l'inverse. Nous sommes contre, pas pour des questions de principe, nous sommes contre parce que c'est totalement contraire à toute la politique économique que nous menons avec Emmanuel Macron et Elisabeth Borne depuis 6 ans. Nous avons baissé le coût du travail et c'est pour ça que nous avons des résultats sur le front de l'emploi. C'est pour ça que nous avons le chômage qui baisse. C'est pour ça que nous avons des créations d'emplois, des créations d'entreprises. Là, on est en manque de main-d'œuvre beaucoup. Donc les employeurs continueront à embaucher, même si on leur prend un tout petit peu d'argent en plus pour les retraites. Mais d'abord, il y a un effet de signal qui est aussi important vis-à-vis de ceux qui recrutent, parce que ce sont les entreprises de ce pays qui créent les emplois, il faut le rappeler. Et je pense que ce n'est pas de bonne politique. Nous avons une politique économique qui produit résultats. Il faut aller plus loin. Vous avez raison, les problèmes de recrutement, on m'en parle beaucoup dans ma circonscription, à Montsolimine, à Buxy, à Chalon-sur-Saône. Là-dessus, il faut qu'on continue à inciter à l'emploi. C'est ce que nous avons fait aussi avec les réformes. Il faut qu'on le fasse aussi avec la réforme de la formation professionnelle. Et voilà. Et tout ça va dans ce sens de remettre les gens sur le travail. Alors Bruno Le Maire n'est pas en première ligne pour cette réforme. Est-ce que c'est pour lui une manière aussi de se préserver pour 2027 et la présidentielle ? Non, je crois pas. Je crois que c'est vraiment pas le temps de parler de cette échéance. Vous savez que je suis proche de Bruno Le Maire et c'est pas du tout le sujet. D'abord, il a fait partie de la présentation avec Olivier Dussopt, avec Stanislas Guerini autour de la première ministre. Non, je crois qu'il est impliqué comme sur tous les sujets. Je crois pas qu'on puisse faire le procès à Bruno Le Maire de ne pas s'exposer sur les sujets difficiles. Alors, un mot sur Brigitte Macron qui, dans le Parisien ce matin, se déclare favorable au port de l'uniforme au collège. Le Rassemblement national dépose une proposition de loi sur ce thème. Vous la voteriez ? Moi, je pense qu'il faut être un peu prudent sur ces questions. D'abord, Brigitte Macron a une expérience d'enseignante, donc c'est aussi avec son expérience qu'elle parle. Je pense que le sujet, c'est d'avoir des tenues. Elle a dit des tenues sobres. Ouais. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de chefs d'établissement qui le font. Et je pense que c'est important quand même de pouvoir donner un peu de liberté aux établissements et de ne pas légiférer. Louis Marguerite, merci. Bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup, messieurs. Et demain, votre invité Christophe sera Marc Ferracci, député de la 6e circonscription des Français de l'étranger et vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale.